le vide qui nous entoure, vous voyez bien que les atomes, ils sont dans quoi? Dans du vide, exactement comme la Terre, le Soleil est dans du vide. Bon, et bien les atomes à l'échelle microscopique, c'est pareil. Alors, c'est du vide, mais en fait, ce vide est plein d'énergie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette foutaise? S'il y avait plein d'énergie, on le saurait. Eh ben non. Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez que, pour les physiciens, il y a deux types d'énergie, il y a deux types de particules. Il y a ce qu'on appelle des énergies et des particules réelles, et il y a ce qu'on appelle des énergies et des particules virtuelles. Alors, on pourrait dire, mais qu'est-ce que c'est que réel ou virtuel? Alors, réel, c'est ce que vous touchez, ce que vous voyez. Par exemple, pour l'énergie électrique, quand vous prenez un court jus dans votre prise de courant, vous voyez bien que l'électricité a quelque chose de très réel. Quand vous heurtez votre tête contre un mur, vous voyez bien que la répulsion de deux atomes est très réelle, puisque vous traversez pas le mur. Bon. Et en même temps, les particules virtuelles, c'est simplement des particules qui, au fond, je dirais sur le fond, sont aussi réelles, d'une certaine manière, elles existent, mais qui n'ont pas de masse, contrairement aux atomes qui vous composent, ou qui nous composent, ou qui composent notre entourage. Eh bien, il faut savoir, bon, bah, c'est comme ça, hein, on va pas s'étendre là-dessus, il y a des particules qui n'ont pas de masse. Eh bien, pour les physiciens, on appelle ça des particules virtuelles. Alors, les particules virtuelles, le problème, c'est que comme elles n'ont pas de masse, eh ben, on les perçoit pas. Elles existent, mais on les voit pas. Et elles n'interagissent pas avec nous directement. Donc, on les a découvertes de manière indirecte, mais on ne les aurait jamais observées directement. Et alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le vide, en fait, est plein de petits grains de lumière, comme la lumière qui vous éclaire là sur votre table de nuit en ce moment. Ces grains de lumière, donc ces photons, sont virtuels. Pourquoi? Parce que comme ils n'ont pas de masse apparente ou réelle, donc ils sont virtuels, comme on l'a expliqué. Et alors, ces photons ont une particularité. Et les photons que nous voyons, bah, il n'y en a qu'une sorte. Hein. Et bon, ils peuvent vibrer à des vitesses différentes, c'est ce que vous appelez les couleurs, mais fondamentalement, c'est des photons, point à la ligne. Par contre, dans le vide, ces photons sont toujours en couple. C'est comme des frères jumeaux. Ils se séparent jamais, ils s'aiment tellement qu'ils sont toujours ensemble. Et vous avez un photon et un antiphoton. Alors, photon, vous voyez ce que ça peut être, un grain de lumière. Et qu'est-ce que c'est qu'un anti-grain de lumière, un antiphoton? Eh bien, un antiphoton, c'est simplement un photon qui est identique au premier, mais qui va dans l'autre sens dans le temps. Vous imaginez que si le temps c'est une route, vous imaginez que ces deux frères jumeaux, il y en a un qui va de l'avant vers l'arrière, c'est-à-dire par exemple du futur vers le passé, et l'autre qui va du passé vers le futur, c'est-à-dire de l'arrière vers l'avant. Ça ne les empêche pas d'être jumeaux. Mais en même temps, comme ils ne peuvent pas se séparer, vous imaginez qu'ils sont reliés, je sais pas, par un cordon ombilical, un élastique, ils ne peuvent pas s'éloigner. Alors chacun va dans une direction, mais en fait ils ne peuvent pas se séparer. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec votre élastique? Si chacun marche dans une direction différente, il va se tendre l'élastique. Vous allez appeler ça une tension. Bon, c'est un peu comme les tensions en électricité, c'est tout à fait le même principe. J'espère que pour le moment c'est clair. Et cette tension, si vous voulez, eh bien nous les physiciens, on dit qu'à toute tension correspond de l'énergie. Et l'énergie dans une tension, quand la corde ne peut pas casser, comment elle s'exprime? Eh bien elle s'exprime par des ondes, comme les ondes radio. Et d'une certaine manière, les ondes radio que vous recevez sont nées d'une tension à l'intérieur de semi-conducteurs qu'on appelle des transistors. Et ben là, c'est une tension entre deux photons. Et alors ces ondes, qui baignent le vide, ont une particularité. C'est que, comme elles sont provoquées par ces photons et ces antiphotons virtuels, c'est-à-dire sans masse, les ondes qu'elles vont faire sont identiques en forme à nos ondes radio, mais pas en nature. Il y a une grande différence. Et quelle est cette différence? C'est que ces ondes radio, les ondes électromagnétiques, sont virtuelles. Alors vous allez me dire, oui, mais comme des ondes n'ont jamais eu de masse, en quoi quelque chose qui n'a pas de masse peut être réel ou virtuel? Eh bien, il faut faire intervenir un autre élément que la masse, qui est tout simplement le temps. Alors écoutez bien, parce que là on va toucher quelque chose de génial, qui est vraiment la clé de la physique du XXIe siècle, celle qui va nous ouvrir la porte des étoiles. C'est que le temps, jusqu'à présent, au XXe siècle, on considérait que le temps c'était un truc un peu vague, qui était pour partout tout le temps. On voyait bien qu'il y avait toujours le temps, passé, futur. Hein. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on voit bien que c'est là. Bon, il suffit de voir grand-mère, les photos quand elle était jeune fille où elle était un canon, une bombe sexuelle, et puis mémé à 80 ans, on voit bien que c'est pas la même chose, il y a quelque chose qui s'est passé qu'on appelle le temps. Bon, c'est évident, hein, vous voyez, pas besoin d'être physicien pour ça. Mais, en même temps, on pourrait dire que la physique s'était un peu arrêtée à ça. Elle avait dit le temps c'est une dimension, il y a 3 dimensions d'espace, une dimension de temps. C'est ce que disait Einstein, c'est ce que disait Bohr dans la mécanique quantique, etc. C'est pas faux, mais c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que des physiciens, le premier, c'est des gens comme Tesla, ou tous ces physiciens allemands, là, des années 20, enfin, de l'après-première guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, eux, ils ont dit, écoutez, il serait peut-être temps de se pencher sur, c'est le cas de le dire, de se pencher sur ce qu'est le temps. Et alors, ils se sont dit, mais au fond, le temps, c'est probablement une énergie.
Parce que je vois pas pourquoi la nature mettrait de l'énergie partout, sauf pour le temps. Hein, il n'y a pas d'exception dans la nature. Donc, de façon avec plein de bon sens, ils ont dit, et si le temps était une énergie? Ah, pourquoi pas? Et à ce moment-là, il y a, en 1904, vous voyez que ça remonte loin, il y a un physicien et mathématicien anglais qui s'appelait Whittaker, qui était à l'université de Londres, l'Institut de mathématiques de Londres, qui lui a dit, mais si on veut commencer à décrire le temps en tant qu'énergie, le problème c'est que toutes nos petites maths là qu'on utilise en physique, il n'y a aucune équation qui me permette d'écrire le temps. Whittaker était un mathématicien de génie. Il s'est dit, ben, si je commençais à pondre des maths qui permettent de décrire le temps en énergie, je simplifie parce que sinon ça va être barbant. Et alors, il fait une théorie mathématique qui est en fait très proche de ce qu'on appelle de nos jours la géométrie différentielle. C'est au fond un précurseur de la géométrie différentielle. Bon, ça pour ceux qui sont un peu matheux, hein. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, sinon je vais barber tout le monde. Donc bref, il fait une théorie et il appelle ça, il dit, bon, comme les ondes, c'est le déploiement d'une énergie dans un champ, ça c'est en physique, un champ c'est vous prenez une portion d'espace où se déroule quelque chose, on appelle ça un champ. Bon. Quand vous agitez vos bras, l'espace dans lequel s'agitent vos bras, pour un physicien, s'appellera un champ d'agitation des bras. Vous voyez ? Bon. Eh bien, de même, on a des champs électromagnétiques. Ça veut dire que c'est un lieu où se déroule un phénomène électromagnétique. Voilà. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. Bon. Au lieu que ça soit des moulinets de bras. Bon. Et alors, donc, Whittaker, pour simplifier à l'extrême, dit, je vais faire une théorie mathématique que je vais appeler une théorie de champs scalaires. Alors, scalaire, il y a dans scalaire la notion d'échelle, etc., mais vous comprendrez mieux à la fin. Bon. Et alors, il se trouve que ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il fait une définition purement mathématique, théorique, où il ne propose aucune expérience. Hein. C'est juste une imagination rigoureuse d'un possible. C'est-à-dire, il dit, on pourrait imaginer que des ondes soient décrites comme ci, comme ça, mais sans qu'il ait jamais même fabriqué une onde dans un labo. Hein. Je veux dire, c'est pas Tesla, vous voyez, qui passe tout de suite à la pratique. Hein. Lui, il s'arrête là. Il fait un superbe exposé mathématique, il fait l'admiration de tout le monde, et puis tout le monde rigole bien en disant c'est beau, c'est merveilleux, mais ça sert à rien, mais c'est super, c'est un matheux. Hein. Bon, matheux, ils font des trucs qui servent à rien, jusqu'au jour où on s'aperçoit que ça peut servir. Et puis, il se trouve que pendant tout le XXe siècle, il se passe rien, jusqu'au jour où un prix Nobel de physique, qui s'appelle Evans, un Américain, s'aperçoit qu'on dit énormément de conneries dans la physique quantique. C'est-à-dire qu'il y a une moitié de la physique quantique, vous pouvez tranquillement foutre à la poubelle parce que c'est un tissu de conneries. Excusez-moi d'être aussi cru. L'électrodynamique est juste, mais ce qui vient après, on peut en douter. Il n'y a aucune expérience probante qui permette d'en rendre compte de façon fiable. Alors, je vais faire bondir les mecs du CERN, etc., mais qu'ils bondissent, ça leur fera faire du sport. Et alors, ce qui se passe, c'est que Evans, qui a quand même eu le prix Nobel pour, donc ça veut dire qu'il était peut-être pas trop con. Evans fait une théorie que je peux absolument pas vous expliquer parce que c'est horriblement compliqué. Il m'a fallu 4 ans rien pour comprendre sa publication de base, vous voyez. Pourtant, je suis docteur en physique. Evans, donc, en gros, montre qu'il y a des aspects de la physique quantique qui ne peuvent être correctement décrits que par les mathématiques de Whittaker. Donc, là, la jonction se fait avec 80 ans de retard. Ça, c'est dans les années 80. Et par la suite, il y a un monsieur dont je vous avais déjà parlé cet été, qui est Thomas Bearden, qui lui pousse plus loin et il dit les travaux d'Evans, moi, m'amènent à des intuitions où on pourrait peut-être décrire le temps. Evans montre que le temps peut être décrit comme une énergie, mais pas seulement ça, il montre beaucoup d'autres choses, sur des particularités, des anomalies particulières, mais là je vous embête pas avec ça, il faudrait des heures rien que pour l'expliquer. Et ça n'intéresserait personne parce que c'est vraiment des trucs de spécialistes. Donc, ce qui se passe, c'est que Bearden, il dit mais attendez. Puisque maintenant on a fait la jonction temps-énergie, et on a les maths pour décrire tout ça, il dit, mais attendez, moi quand j'étais au bahut il y a bien longtemps, parce qu'il n'est pas tout jeune, Bearden, il y a, je sais pas, 50 ans, quand j'étais au lycée ou dans mes premières années de fac, on faisait de l'électricité, et dans l'électricité, ceux qui en ont fait un peu au bahut se rappellent qu'il y a une jolie unité en électricité qui s'appelle le joule, qui est une unité d'énergie électrique, si vous voulez. Il y en a d'autres, mais celle-là est pas mal, hein, puisqu'elle est très pratique, pour des tas de raisons. Et alors Bearden a une intuition de génie, aidé par un autre physicien assez génial qui s'appelle Floyd Sweet, un autre américain. Et tous les deux, là, ils gambergent ensemble autour de verre de whisky le samedi soir, vous voyez. Et tout d'un coup, ils se disent, mais c'est tout simple. C'est que le joule, puisque le joule décrit l'énergie électrique, que, pour des tas de raisons, là je prends un raccourci, on sait qu'il n'existe pas de particules. La théorie particulière est un tissu de conneries. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule expérience au monde qui vous montre l'existence d'une particule. Particule, c'est simplement un concept intellectuel, rien de plus. Maintenant, on sait qu'il n'y en a pas. En réalité, les particules sont simplement en quelque sorte des concentrations d'ondes, rien de plus.
c'est une illusion, j'allais dire d'optique, une illusion de perception de croire que c'est un objet, un grain de quelque chose. En fait, il n'y a pas de grain de quoi que ce soit, il y a simplement des concentrations de probabilité de crête ondulatoire dans une zone d'espace. Voilà ce qu'est une particule. Bon, c'est un peu compliqué, mais enfin c'est comme ça. Donc, ils disent, mais attendez, puisqu'on n'est que avec des ondes, machin, qu'il n'y a pas de particules, pourquoi on a 36 unités de mesure pour les particules en électrodynamique, en mécanique quantique, tout ça, c'est complètement idiot. On va prendre le joule comme unité de mesure unique de la totalité des énergies dans l'univers. Eh bien ça, chers auditeurs, sans être physicien, vous vous doutez que c'est ce qu'on appelle une théorie unifiée des champs. Une théorie unifiée des champs, c'est-à-dire qu'on a une unité de mesure pour tout décrire. Eh bien, vous le croirez ou pas, c'est la vérité, Bearden a réussi à décrire le temps en termes de joules, comme le reste. C'est-à-dire que la seconde, dans le modèle de Bearden, qui maintenant est prouvé par l'expérience depuis 2001, la seconde est égale à 10 puissance 36 joules. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Donc, le temps n'est qu'une énergie comme une autre. Alors, vous voyez, toutes nos grandes angoisses philosophiques sur l'éternité en prennent un sale coup, là. Parce que je peux vous dire que là, on se posait les mauvaises questions sur des problèmes qui n'existaient pas. Donc, ce qui se passe, c'est que Bearden fait des tas d'expériences, et sa théorie implique, 1, qu'on peut faire de l'antigravité, 2, qu'on peut produire des quantités infinies d'énergie à partir du vide, de façon très simple, avec un simple circuit électronique. Le fameux MEG, par exemple, de Naudin en a un exemple, mais il y en a d'autres. 3, ça implique que l'énergie Joule suppose que, en fait, les ondes du vide sont simplement des ondes électromagnétiques, comme les ondes radio qui nous permettent d'être ensemble ce soir, mais que simplement ces ondes radio, au lieu d'avoir 3 dimensions d'espace et 1 ou 2 dimensions de temps, alors dans l'article j'ai mis 2 dimensions de temps parce qu'en réalité, pour la physique classique il n'y en a qu'une, mais en réalité en physique militaire nous savons que le temps est à la fois fait d'une flèche, c'est-à-dire passé-futur ou futur-passé, mais il est fait en même temps d'une densité, ce que la plupart des physiciens civils ignorent. Et alors, d'où mon terme de 2 dimensions de temps, mais restez à l'image d'une dimension si ça vous simplifie la vie. C'est juste aussi. Et alors, donc, qu'est-ce que disent des gens comme Evans, Bearden et tous ces nouveaux physiciens du XXIe siècle? Ils disent, au fond, quand une onde a, si vous voulez, 3 dimensions de temps et 1 d'espace, c'est une onde du vide, c'est-à-dire virtuelle. C'est une énergie folle, infinie, mais vous ne la voyez pas. Lorsque cette onde heurte, en quelque sorte, une masse, par exemple le noyau d'un atome, de la matière, si vous voulez, dès qu'elle rentre en contact avec la matière, elle se transforme instantanément en l'inverse. C'est-à-dire qu'elle prend 3 dimensions d'espace et 1 dimension de temps. Ça, vous pouvez comprendre, hein? C'est pas trop abstrait. Bien. Et ce que je vous dis là est tout simple, mais je peux vous dire que c'est la révolution des siècles à venir. C'est ce qui nous ouvre toutes les portes. Des choses dont vous n'avez même pas idée. C'est ce qui nous permet déjà de mettre en équation des phénomènes qui vous paraissaient complètement bizarres, comme la télépathie. Alors là, nous sommes un peu des précurseurs, c'est-à-dire que je parle encore un peu dans le désert, mais je vous promets que je suis très très rigoureux et honnête quand je vous dis ça. C'est-à-dire, pour simplifier, si vous voulez, le vide quantique, ce vide plein d'énergie, c'est ce que vous appelez l'au-delà dans les traditions. Ces paquets d'ondes qui sont éternelles, puisqu'elles sont stationnaires, je vous expliquerai après ce que c'est que des ondes stationnaires, et non pas dynamiques comme nos ondes. Ces ondes stationnaires, qui donc peuvent garder éternellement leur information tout en changeant à chaque instant, c'est ce que vous appelez les corps subtils dans vos traditions anciennes. Et la seule chose qui ne relève pas de ces équations, c'est ce que vous appelez la conscience, qui elle ne relève pas de la notion d'énergie. Ça, c'est le mystère. Mais c'est la seule. Les autres trucs, je peux vous les réduire absolument à ces modèles unifiés de champ, sans aucun problème.